OK. Donc, bonjour à tous. Je me présente Eric Juel. Je suis développeur économique à Solutions Eco. Et moi, personnellement, je suis basé à Laval, voilà, et en charge de la coordination des équipes Sarthe Mayenne. Donc là, on vous propose donc cette séquence de webinaires à destination des développeurs des différentes intercommunalités de la région. Et on est également heureux d'accueillir quelques élus locaux là, qui sont joints à nous pour cette séquence. Merci d'avoir répondu présent. Voilà pour cette visio qu'on a travaillé avec Charles Delalande et ses équipes et qui est une forme de prolongement des différentes partages d'informations et d'échanges que vous avez avec les développeurs économiques de Solutions Eco dans le cadre des réunions du RDE départemental. Donc, au vu du nombre de participants, on a senti qu'il était préférable de couper un peu les micros. Par contre, au fil de la réunion, vous pouvez poser vos questions donc, à partir de la plateforme Slido. Donc, vous avez vu les liens précédemment dans la diapo d'avant, là, et qui est affiché. Donc, ça vous offre la possibilité à la fois de poser vos questions, de donner une visibilité aux questions qui vous paraissent les plus pertinentes, donc en votant pour. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est assez interactif. Voilà. Dans le temps imparti, naturellement, s'il y a des questions qu'on n'arrive pas à traiter, on tâchera de vous apporter des éléments de réponse en lien avec les documents de référence, à la fois le règlement d'intervention et puis le document baptisé FAQ qu'on vous a envoyé en amont de la réunion et qui évoluera dans le temps. Et naturellement, voilà, les équipes de Solutions Eco, les développeurs, resteront à votre disposition dans les jours prochains pour voilà, vous renseigner sur les questions complémentaires que vous pouvez vous poser. Voilà. Et bien, sans plus tarder, je te laisse la parole, Charles, pour introduire et puis nous partager, entre autres, le bilan du plan d'urgence régional avec quelques données chiffrées. Merci Eric et merci à tous pour l'organisation de ce webinaire. C'est un grand plaisir de pouvoir présenter aujourd'hui, bien entendu, résilience, mais aussi l'ensemble des mesures d'urgence que la région a lancées pour pouvoir répondre à cette crise sanitaire et maintenant économique. Donc, comme on l'a vu, on va commencer par d'abord une présentation des mesures d'urgence. La plupart d'entre vous les connaissent parce que vous êtes déjà en train soit d'en échanger avec vos équipes, mais surtout avec les différentes, tout le réseau économique autour de vous. Mais pouvoir partager avec vous quelques fonds. Rajouter la même équation avec un quatrième point. Du coup. Juste un point, il faut bien couper les micros, autrement ça va être assez compliqué. Voilà. Et sans plus attendre, je commence. Alors, je vais vous présenter le bilan des dispositifs du plan d'urgence régional, bien sûr. On va passer du temps sur résilience. Et une fois encore, la plupart des questions que vous posez, on a essayé d'y répondre à travers une FAQ. Et si on a d'autres, on s'arrangera pour que cette FAQ soit la plus complète possible. Alors, sur cette diapositive, on présente une infographie qui date un petit peu maintenant, puisque les chiffres ont déjà évolué, mais qui montre la manière dont la région des Pays de la Loire s'est mobilisée très rapidement pour répondre à l'urgence économique. Et ça a d'abord commencé par une mobilisation au titre du Fonds national de solidarité, auquel la région était partie pour abonder à hauteur de 12 millions d'euros. Et en fin de compte, la semaine dernière, une décision a été prise de doubler cet abondement. Et aujourd'hui, c'est 25 millions d'euros que la région des Pays de la Loire a apporté au Fonds national de solidarité. Alors pour rappel, mais je pense que la plupart d'entre vous le savez bien, ce Fonds national de solidarité, initialement doté de 1 milliard d'euros et maintenant presque 7 milliards d'euros, constitué à la fois de 500 millions d'euros apportés par les régions, mais également 400 millions d'euros apportés par le pool des assurances. Ce Fonds national de solidarité s'adresse aux entreprises qui ont fait soit l'objet d'une fermeture administrative au 14 mars dernier, soit qui sont capables de prouver une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50%, soit pour la période du mois de mars 2019 par rapport à mars 2020, soit pour avril 2020 par rapport à un chiffre d'affaires mensuel moyen en 2019. Ce Fonds national de solidarité, il se distingue ou se distribue de deux parties. D'abord, volet 1, qui, lui, peut monter jusqu'à 1 500 euros. Et une fois encore, qui s'adresse aux entreprises administrativement fermées ou qui ont une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50%. Et ensuite, un volet 2, qui, lui, est instruit
par la région et qui est donc à destination des entreprises qui ont un salarié et qui sont dans une situation, on va dire, de faillite imminente parce qu'elles ont souhaité avoir un prêt de trésorerie qui leur a été refusé par leur banque. Je vous donnerai des chiffres juste après sur le nombre de volets 2 que nous avons reçus jusqu'à présent. Je passe maintenant aux 5 millions d'euros donc que la région a également consacré à travers le report des avances remboursables pour les 6 prochains mois pour les entreprises qui devaient donc rembourser des prêts auxquels la région avait consenti. Nous avons également apporté 12 millions d'euros à BPI pour la mise en place d'un prêt rebond qui est un prêt à taux zéro entre 10 000 et 300 000 euros et qui est instruit donc par BPI. Enfin, 15 millions d'euros qui sont ce qu'on appelle Pays de la Loire redéploiement, qui est une aide régionale à travers un prêt bancaire à 2,03%. Ce qui est important de voir à la fois sur les 12 millions d'euros du Fonds national de solidarité transformé en 25 millions d'euros, mais également pour le prêt rebond et aussi les 15 millions d'euros de Pays de la Loire redéploiement, c'est que nous avons systématiquement cherché à obtenir des effets de levier et de levier financier. Notamment le Fonds national de solidarité aujourd'hui, avec les 25 millions d'euros que nous avons apportés, nous verrons par la suite que la région des Pays de la Loire va toucher bien plus que 25 millions d'euros pour le territoire. Pareil, pour BPI France, 12 millions d'euros apportés sont convertis par BPI avec le levier bancaire en environ 30 millions d'euros. Et derrière ça, comme BPI exige une contrepartie bancaire, c'est donc bien 60 millions d'euros qui sont redistribués dans l'économie nigérienne. Pareil pour Pays de la Loire redéploiement, qui, avec les 15 millions d'euros, exige là aussi une contrepartie bancaire en général de 1 pour 4, et donc qui se traduisent par 60 millions d'euros réinjectés dans l'économie nigérienne. Au milieu de l'écran, il y a ce qu'on appelle la garantie des prêts bancaires, et là aussi, c'est 10 millions d'euros que la région des Pays de la Loire a consacré aux différentes prêts bancaires qui ne seraient donc pas couverts par le PGE et par la garantie d'État. Et donc, c'est 10 millions d'euros que BPI détient et opère pour pouvoir, là aussi, garantir des prêts bancaires avec une quotité que nous avons portée à 80%. Et puis enfin, il y a pour 2 millions d'euros un dispositif exceptionnel qui s'appelle Pays de la Loire Fonds d'urgence événement. Donc, voilà un petit peu la manière dont la région s'est mobilisée. Et comme vous pouvez le voir, c'est des chiffres importants. Mais ce qui est important de voir surtout, c'est la progression. Et on a essayé de construire une cohérence à travers chacun de ces outils. Avec d'abord le Fonds national de solidarité, qui est l'aide. Alors, ça a d'ailleurs évolué, ce n'est plus une aide maximum à 3 500 euros, mais maintenant qui est montée à 5 000 euros maximum. Hein. Et là encore, c'est pour des petites entreprises avec un chiffre d'affaires de moins de 1 million d'euros. Puis ensuite, et je vais sauter résilience, là, je vais passer au prêt rebond, donc entre 10 000 et 300 000 euros de prêt à taux zéro, avec là aussi des DPE, mais qui sont quand même avec un minimum de chiffre d'affaires d'environ 300 000 euros. Et enfin, le prêt Pays de la Loire redéploiement, qui là s'adresse quand même à des entreprises un petit peu plus robustes, un petit peu plus structurées, et donc des prêts entre 50 000 et 2 millions d'euros. Et lorsque l'on voit cette proposition, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un segment d'entreprises que l'on pensait ne pas pouvoir toucher entre le Fonds national de solidarité à gauche et le prêt rebond. Et c'est là où on s'est posé la question de venir apporter, non plus sous la forme de subvention, mais bien sous la forme d'avance remboursable, de prêt à taux zéro, une proposition qui permettrait d'accompagner des entreprises qui ne pourraient pas ou qui n'ont pas obtenu éventuellement le Fonds national de solidarité. Ça, c'est la condition sine qua non, pas la cumulabilité entre le Fonds national de solidarité et le Fonds résilience, et éventuellement des entreprises, mais ça on ne le vérifiera pas, mais qui n'ont pas pu obtenir le PGE. Donc, c'est l'idée même de résilience, d'arriver à offrir une proposition pour toutes les entreprises du territoire. Alors, bien entendu, avec les investissements que je vous ai présentés un petit peu plus tôt, 56 millions d'euros qui viennent maintenant de passer à
presque 68-70 millions d'euros. La région et la Loire a décidé de s'appuyer également sur ses partenaires, à la fois les départements et les EPCI, pour pouvoir structurer une nouvelle proposition qui est le fonds Résilience. Alors, je ne vais pas rentrer dans Résilience, je vais juste vous donner quelques indicateurs chiffrés sur le Fonds national de solidarité, puis après on passera un petit peu plus de temps sur Résilience. Donc, sur le Fonds national de solidarité, aujourd'hui, mes chiffres, malheureusement, je n'ai qu'une version hebdomadaire. Mes derniers chiffres datent de lundi, mais depuis l'ouverture du Fonds de solidarité jusqu'à aujourd'hui, le volet 1 a permis donc 28 millions d'euros sur la semaine du 3 au 12 avril et je passe ici. Et sur les semaines 16 du 13 au 19 avril, c'est 11 millions d'euros qui ont été donc distribués sur le territoire. Donc c'est un total d'environ, c'est ça, presque 40 millions d'euros. On vous passera d'ailleurs les chiffres si vous le voulez après, on vous passera les slides. En termes donc d'entreprises aidées, c'est donc 21 227 sur la première période et 8 556 entreprises accompagnées. Avec, on le voit, un montant moyen des aides de 1 336 euros. Donc les entreprises ne vont pas tout avoir les 1 500 euros, bien entendu, et qui a un petit peu baissé, on est descendu à 1 297 euros. Tous ces chiffres que vous voyez sont pour la période du mois de mars 2020. Voici la répartition maintenant au niveau des départements. Donc, je ne vais pas lister tous les chiffres, mais cette distribution est relativement conforme avec le poids économique de chacun des départements. Voilà sur le fonds de solidarité volet 1. Alors, sur le fonds solidarité volet 2, dont l'instruction est confiée aux régions, on a reçu à ce jour 145 dossiers. Donc, le fonds est ouvert depuis l'ouverture des dossiers et leur présentation aux équipes des instructeurs du conseil régional est ouverte depuis lundi. C'est 145 dossiers et je pense qu'il y a eu à peu près 120 dossiers validés et une vingtaine de dossiers refusés. La plupart des dossiers refusés, je dirais à 90%, sont liés au fait que les entreprises ont souhaité bénéficier du volet 2, mais n'ont pas de salariés. Et on a quelques cas d'entreprises qui ont fait une demande de prêt bancaire pour couvrir un besoin en trésorerie qui était très important, en tout cas bien plus que le chiffre de 25% du chiffre d'affaires annuel moyen, qui est le chiffre un peu de référence que l'État nous a demandé d'utiliser pour évaluer le caractère raisonnable du prêt bancaire. Donc, voilà sur la partie Fonds national de solidarité. Je vais maintenant passer donc à Résilience. L'idée de Résilience, c'était donc d'arriver à proposer une solution pour les entreprises qui n'ont pas été éligibles ou qui ne sont pas éligibles au Fonds national de solidarité à travers une avance remboursable. Alors, pourquoi une avance remboursable? Parce que la question nous est parfois posée. C'était pour répondre à deux, voire même trois demandes. La première, c'était de pouvoir avoir un apport en trésorerie important. Et donc, c'est l'idée d'avoir des avances remboursables qui montent jusqu'à 10 000 euros. Deuxièmement, parce que nous avons essayé d'avoir un levier bancaire le plus important possible. Et c'est ce qu'on a fait à travers le partenariat avec la Banque des Territoires, qui a accepté de venir apporter presque 8 millions d'euros. Mais cette contribution à 8 millions d'euros, elle a un coût, c'est que cette banque souhaite revoir son argent et donc ne veut pas que ce soit des subventions. Et le dernier point, c'était celui qui est remonté de la part de pas mal de PCI qui nous ont dit « nous sommes d'accord pour contribuer à condition d'avoir une recyclabilité des fonds ». Donc de pouvoir récupérer dans 2 ans, 3 ans, les fonds que nous vous aurons apportés. Ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de Résilience, c'est une solution la plus simple possible à travers donc, un portail centralisé sur lequel les futurs bénéficiaires
bénéficiaires vont venir déposer leur dossier. La dépose de dossier prendra entre 15 et 20 minutes si les pièces sont préparées à l'avance, et les pièces demandées sont relativement simples. On ne va pas vérifier que l'entreprise a eu une baisse de chiffre d'affaires de la même manière que le Fonds national de solidarité le fait, mais par contre, on va vérifier, on va demander à l'entreprise une attestation sur l'honneur, une difficulté de paiement, une cessation de paiement dans les 60 jours. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de personnes, on ne veut pas de passagers clandestins. On veut des gens qui ont vraiment une difficulté financière, qui viennent se positionner et qui demandent un accès à résilience. Ensuite, sur le fonctionnement, nous voulons travailler, comme je dis, plutôt à travers des avances remboursables, donc des prêts à taux zéro, qui vont s'échelonner entre 3 500 € et 10 000 €. 3 500 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 0 et 50 000 €. 6 500 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est entre 50 000 et 100 000 €. Et toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 € pourront obtenir 10 000 € d'avance remboursable. La manière dont on a structuré ce fonds, donc dont on l'a doté, c'est un apport de 4 types de parties prenantes. Premièrement, la région et la banque de territoire qui vont chacune apporter presque 8 millions. Le département, donc chacun des départements, les 5 départements de la région et Pays de la Loire se sont engagés également à apporter environ entre 7 et 8 millions d'euros. Et enfin, les EPCI. Ce qui est intéressant, c'est de voir que certaines EPCI ont décidé d'apporter plus que le chiffre que l'on demande, qui est le chiffre plancher, qui est de 2 € par habitant pour les EPCI. Et donc, ça veut dire que ces EPCI-là pourront, sur leur territoire, avoir plus d'avances remboursables à distribuer. Par contre, un point qui est très important dans le fonctionnement de résilience, c'est que nous avons harmonisé l'ensemble de la distribution des avances remboursables. C'est-à-dire que, quel que soit l'apport des EPCI, les avances remboursables seront du même montant à travers un règlement d'intervention sur l'ensemble du territoire ligérien. Aujourd'hui, donc de confirmer, quand je dis confirmer, c'est que j'ai un courrier écrit de l'EPCI, c'est 65 d'entre elles, mais on a un engagement de l'ensemble des EPCI, je crois, moins une ou deux, où je pense que nos services économiques et le cabinet de la présidente sont encore en discussion. Et le levier financier pour une EPCI qui fait le choix aujourd'hui d'apporter 2 € par habitant pour pouvoir participer à Résilience, va bénéficier d'un levier x4, puisque 2 € de l'EPCI se convertissent en 8 €, puisque c'est 2 € de l'EPCI, puis 2 € du département, 2 € de la région et 2 € de la Banque des territoires. Donc voilà pour Résilience. Aujourd'hui, on travaille d'arrache-pied avec notamment Cécile Casteloulou qui est connectée avec moi aujourd'hui à la mise en œuvre et le déploiement technique de la plateforme sur laquelle les différents bénéficiaires vont venir déposer leur dossier. Et cette plateforme sera mise en ligne lundi matin. Donc, dès lundi, les entreprises sont invitées à venir déposer leur dossier. En parallèle, nous travaillons sur tout l'aspect juridique qui constitue en fin de compte la rédaction et la mise en signature d'un peu moins de 80 conventions avec chacune des EPCI, chacun des départements et la Banque des territoires. Voilà, je vais m'arrêter là sur la petite présentation et si vous voulez bien, je vais commencer à répondre aux questions. Alors pour ça, Sylvie, si tu veux partager ton écran, on peut commencer à prendre les questions sur Slido. Alors sur Slido, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire pour vous connecter, c'est d'aller sur le site Slido, ici,
de venir taper votre question. Ici, une question simple sur résilience. Je suis en train de faire. Et de la part de Charles, vous appuyez sur Send. Et c'est parti. Et la question arrive ici. Donc, c'est super. Je crois que beaucoup d'entre vous savent les faire fonctionner. Si certaines questions ont plus d'importance pour vous, n'hésitez pas. Par exemple, combien de temps les entreprises devront attendre? Je la trouve intéressante. Je clique dessus et la question remonte. Voilà. Sylvie, si tu veux prendre la main, moi je vais commencer à répondre. Donc, la première question qui est: est-il possible pour l'EPCI d'attribuer des subventions à des entreprises en complément de ce fonds? Ça, c'est un point important. Nous faisons passer en commission permanente la semaine suivante une délibération qui va donner la possibilité à la présidente de signer des conventions avec chacune des EPCI, et donc qui donnera la possibilité à chacune des EPCI qui le souhaitent de construire leur propre dispositif en complément de ce fonds. Donc je sais qu'on avait échangé avec pas mal d'entre vous en Mayenne, en Vendée. Je sais qu'en Sarthe aussi, les questions se posent. Vous êtes bien entendu invité à le faire, et une convention sera signée à la main de la présidente. C'était bien, Sylvie, la vision qu'on avait. Si tu veux revenir. Sylvie, je ne peux pas les questions. Ouais, remets sur. Voilà, super. Full screen. Je vais passer à la question suivante quand elle va apparaître. Ok, super. Question suivante. Donc, combien de temps les entreprises devront attendre avant de pouvoir disposer des fonds? Alors là, l'objectif pour nous, c'est d'aller très vite. Maintenant, on va avoir quand même des délais réglementaires et légaux à respecter, notamment avec notre partenaire, la Banque des Territoires. Mais on espère avoir un temps entre la dépose du dossier, l'instruction du dossier et le versement de moins de 3 semaines, entre 2 et 3 semaines. Une prolongation est-elle possible au-delà du 1er juillet? Alors aujourd'hui, on va structurer le fonds et sa convention à travers une date limite qui est celle du 1er juillet. Après le 1er juillet, même avant, on va voir le taux de consommation et la manière dont le fonds va réagir. Et en fonction de ça, on verra ou non si c'est nécessaire de prolonger cette convention et donc de réabonder le fonds. Est-ce que tu peux descendre sur les questions, Sylvie? Ouais, et juste appuyer sur valider. Juste à côté de la question, tu peux mettre la petite coche. Super. Génial. Alors, les critères sont assez sélectifs avec l'exclusion des entreprises éligibles au Fonds national de solidarité. Évolution envisageable si les fonds ne sont pas consommés sur le territoire. Alors, la question, est-ce qu'il y a une question là? Les critères sont assez sélectifs avec l'exclusion des entreprises éligibles au Fonds national de solidarité. Alors là, le critère, oui, il est sélectif. En fait, le but, c'est de faire en sorte qu'aucune entreprise soit exclue de tous les dispositifs. Et donc, c'était la stratégie qui consistait à faire en sorte de dire aux entreprises: allez chercher le fonds de solidarité qui est doté de 7 milliards d'euros avant de commencer à aller chercher le fonds territorial résilience qui est doté de 30 millions d'euros. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers l'exclusion des entreprises éligibles au Fonds national de solidarité. Si les fonds ne sont pas consommés sur les territoires, aujourd'hui, nous sommes partis plutôt dans l'idée de les reverser aux EPCI qui nous les ont confiés. Mais aujourd'hui, on a quand même des signaux assez forts qui nous laissent penser que les fonds vont être consommés et consommés assez rapidement sur les territoires. OK. Alors, si un EPCI ou une commune décide d'annuler les loyers des locataires et non un report, faut-il que l'EPCI conventionne avec la région?
suis désolé, je ne sais pas répondre à cette question. J'ai vu, ce que j'ai vu par contre, c'est Nantes Métropole l'a annoncé. J'ai cru voir Terre de Montaigu décider de faire à peu près la même action, et d'autres EPCI sont engagés là-dessus. Et par contre, moi, j'ai pour l'instant vu aucune demande ou proposition de convention sur ces sujets. Donc, je ne sais pas s'il y a besoin aujourd'hui d'avoir une convention sur cette question. Je pense qu'il faudrait séparément nous poser cette question, ou que votre service juridique se rapproche du service juridique de la région pour le confirmer. Charles, c'est Emmanuel, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, tu m'entends ? Je veux bien juste donner mon opinion. Je ne sais pas si ça vaudra décision en réponse à cette question, mais à mon sens, tout ce qui relève aujourd'hui de l'aide à l'immobilier d'entreprise est pleinement du périmètre de responsabilité des EPCI. Donc, je pense qu'à ce titre-là, des annulations éventuelles de loyers que consentiraient les EPCI ne devraient pas poser de problème et ne devraient pas nécessiter une convention ou l'accord de la région au préalable. C'est ce que je pense aussi. C'est Hervé là qui intervient en Vendée. C'est un sujet qu'on est en train de regarder avec plusieurs développeurs là sur le département, en liaison avec les services juridiques là. Donc c'est un sujet sur lequel on pourra revenir dans le cadre du réseau des développeurs. Ok, super. Pourquoi une date de limite de dépôt est fixée au plus tard au 1er juillet 2020? Alors, ce n'est pas très adapté pour les entreprises dans l'activité liée au tourisme. Déjà, pour commencer, je pense que les entreprises dans l'activité liée au tourisme, c'est aujourd'hui dont elles ont besoin d'argent. En tout cas, nous, c'est les messages que l'on reçoit aujourd'hui sur le numéro vert de la région. On a reçu des milliers d'appels, et les entreprises du tourisme, vous le savez tout aussi bien que nous, souffrent beaucoup aujourd'hui. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'aller vite, de mettre à disposition rapidement le résilience. Et par contre, on s'était fixé une date limite parce qu'on pense que les fonds seront consommés au 1er juillet 2020. Par contre, si les fonds ne sont pas consommés au 1er juillet 2020, je pense qu'on aura l'opportunité d'en rediscuter et d'en rediscuter avec vous pour étendre le dispositif ou le rallonger dans le temps. Le remboursement anticipé est-il possible? On ne l'a pas intégré aujourd'hui. On ne l'a pas mis en place ni dans la convention, ni dans la convention qu'on aura avec les bénéficiaires. Pourquoi le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 1 million d'euros, le même critère que le Fonds national de solidarité? Certaines entreprises ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros et l'effectif inférieur à 10 et en difficulté et n'a aucun soutien. Alors, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros et des effectifs inférieurs à 10. C'est peut-être des entreprises avec des compétences très bien vendues, on va dire. Concrètement, nous, on essayait de s'aligner quand même sur le Fonds national de solidarité, et on essayait déjà de rattraper les entreprises qui avaient moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et un effectif inférieur à 10 pour être alignés avec les critères du Fonds national de solidarité. Donc, c'était l'objectif. Maintenant, une entreprise qui a un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros et qui a moins de 10 personnes en termes d'effectifs, je pense que c'est une entreprise qui aura une écoute favorable de la part du groupe bancaire. Un plan de communication pour les entreprises. Alors, je ne sais pas quelle est la question là. C'est peut-être le sujet de la promotion du dispositif. Est-ce qu'il y a un plan de communication qui sera à relayer en local par les développeurs des intercos? Alors aujourd'hui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y aura sur le site internet de la région donc une présentation. Il y aura également une conférence de presse qui va être organisée, et il y a aujourd'hui un autre outil qui est un fichier A4 qui représente l'ensemble des solutions mises en place par la région dans le cadre des mesures d'urgence économique qu'on pourra faire passer au réseau. D'accord. Alors, les entreprises créées après le 1er février 2020 ne sont pas éligibles au FNS et Résilience. Avez-vous prévu un dispositif pour ces jeunes entreprises? Pour l'instant, nous n'avons pas de dispositif prévu pour ces jeunes entreprises. On a été obligé de fixer en fait une date de création maximum pour les entreprises, et donc on est resté au 1er janvier 2020.
Voilà. Sera-t-il possible d'avoir par commune ou EPCI le nom des entreprises aidées sur le Fonds Solidarité volet 1 et volet 2? Alors, on n'a même pas cette information sur la partie volet 1. Nous, on l'a demandé, mais on ne l'a pas. Par contre, sur la partie volet 2, je pense que ce sera possible. Je sais pas très bien, enfin, il faut que ce soit d'abord validé par l'État. Je ne sais pas très bien ce qu'on a le droit de partager en termes de protection des données sur l'aspect volet 2, sur l'aspect résilience. Je sais, puisqu'on détient résilience au sens où collectivement le territoire, la région, les départements et les EPCI ont mis sur pied résilience. Mais par contre, sur la partie Fonds Solidarité volet 2, nous, on a bien entendu le suivi puisqu'on se charge de l'instruction. Et je pense qu'on va prendre l'action de vérifier avec l'État si on peut ou non partager ces informations avec vous. À quel moment les EPCI vont-ils obtenir le projet de convention à intervenir avec la région des Pays de la Loire? Alors, au moment où je vous parle, on est vraiment en train de travailler dessus, on est en train de la valider. L'objectif, c'est le suivant. On veut faire les derniers ajustements sur cette convention au plus vite. Vous les passer et espérer passer cette convention dans les prochains jours. Et après, à travers cette convention, que vous puissiez organiser un vote au sein de l'EPCI et surtout nous donner un petit peu de visibilité sur la manière dont vous souhaitez vous organiser pour le paiement de votre contribution à résilience. Alors, une entreprise peut-elle abonder le fonds de l'EPCI? Je ne saurais pas vous dire. Nous, pour être très honnête avec vous, on s'est beaucoup posé la question sur résilience, sur l'abondement de la part du monde économique dans résilience et on a eu des propositions très généreuses. La raison pour laquelle nous ne sommes pas allés plus loin, c'était qu'on s'apprête à redistribuer des avances remboursables, qu'on ne savait pas très bien comment gérer la défaillance par rapport aux entreprises et donc on a préféré se concentrer sur l'entente mutuelle qu'on a structurée à travers résilience avec l'ensemble des collectivités contributrices, d'autant plus qu'on a eu un retour assez rapide et que les 32 millions d'euros ont été levés en quelques semaines. Y a-t-il d'autres acteurs que collectivités qui ont ou vont participer au fonds? Non, à part la Banque des Territoires. Comment sont prises en compte les demandes adressées sur l'adresse mail dédiée au Fonds Territorial de Résilience avant la mise en place de la plateforme web? Donc, on a historisé l'ensemble de ces demandes à adresse email. Aujourd'hui, on fait une réponse automatique pour dire aux personnes qui demandent qu'elles seront recontactées le jour où Résilience sera mis en ligne. Et donc, c'est ce à quoi on va s'attacher dès lundi, c'est-à-dire envoyer un email groupé pour dire Résilience est en ligne et vous pouvez maintenant vous connecter à cet endroit. Un resto préfère une avance remboursable de 10 € au lieu des 1 500 € du Fonds national. Est-il possible de renoncer au fonds? Non, vous ne pouvez pas renoncer au Fonds national et les 1 500 € de subvention si vous êtes éligible. Beaucoup de TPE ont du mal à calculer le montant des aides de minimis. Un document pédagogique a été prévu. On a mieux que ça. En fait, on a calculé les aides de minimis, puisqu'il n'y en a que 3 possibles. 3 500 €, 6 500 € et 10 000 €. Et sur la base de ce calcul, en fait, on l'aura intégré dans l'arrêté. Donc, ce sera très simple. Alors, est-ce qu'un EPCI peut réabonder, surabonder sur le fonds et réabonder plus tard? Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, ça va vraiment dépendre du niveau de consommation et donc on fera éventuellement un appel au réabondement à ce moment-là si on voit que la consommation est importante. Alors, pourquoi ne pas associer les EPCI à l'instruction? Cela heurte fortement nos élus. Sur quels critères seront choisies les entreprises? Alors, les EPCI sont associés à l'instruction puisque les EPCI ont participé activement à la création du règlement d'intervention. Par contre, la mise en œuvre de ce règlement d'intervention qui ne laisse pas
de marge d'interprétation. C'est vraiment l'objectif. C'est qu'on ait une interprétation et surtout un dispositif qui soit le plus rapidement opérationnel. On a décidé de mettre en œuvre un dispositif technique pratiquement automatisé sur laquelle les entreprises en fait, sont choisies en fonction de leur ordre d'arrivée. Pouvez-vous nous envoyer rapidement votre référence de population par EPCI pour le calcul de la contribution? Cette référence, c'est le recensement de 2017. C'est le chiffre INSEE de fin 2017. Alors, c'est le chiffre de l'IGF ou d'autres, c'est le chiffre INSEE du recensement de 2017. Comment les entreprises pourront-elles déposer leur dossier? Devront-elles entrer en contact avec un développeur en accès direct sur la plateforme? Eh bien, il faudra se rendre sur le site de résilience, dans lequel il y aura tout un parcours utilisateur, dans lequel, avec le développeur ou en accès direct sur la plateforme, ils pourront déposer leur dossier. Là-dessus, Charles, sur le parcours, tu parles de parcours utilisateur. Est-ce qu'il sera possible qu'on puisse avoir le formulaire type un peu papier du parcours, ce qui nous permet, voilà, je pense, les développeurs des intercommunalités, des fois dans une phase un peu de conseil, de guider un petit peu le porteur de projet, le dirigeant d'entreprise dans le cadre de la préparation de son dossier, quoi. Ça peut être un document qui peut être précieux. Mais juste pour bien comprendre la question, ce serait que soit généré en fait une série de, enfin, un tutoriel de papier. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. On en discutera après pour voir comment est-ce qu'on peut travailler avec vous là-dessus. Super. Les EPCI pourront-elles réabonder ces fonds si l'enveloppe s'avère? On a déjà répondu, ça je pense. Ouais. Alors, l'EPCI prend en charge les défaillances sur le montant de sa contribution de 2 €. Vous l'avez vu, c'est une très bonne question ça. L'EPCI prend en charge les défaillances sur le montant de sa contribution unique et de son territoire uniquement. Donc, c'est un fonds de solidarité, mais la solidarité s'arrête aux frontières de votre EPCI. C'est-à-dire que si vous êtes du Sud-Vendée, vous n'aurez pas à prendre en charge les défaillances d'une autre EPCI, du Nord-Mayenne ou de la Sarthe. Question en résilience. Quelle sera la position de la région si un EPCI souhaite mettre en place un outil de subvention au soutien à l'investissement? Alors, je pense que ça, il faudra voir la manière dont la convention sera structurée, mais je pense qu'on aura à peu près la même réponse qu'un outil de subvention à destination du fonctionnement des commerçants que vous souhaiteriez accompagner. Donc, ce sera la même chose sur la partie investissement. Mais là, une fois encore, ce sera à vérifier avec le service juridique. Alors, je ne comprends pas la question. Si refus, pouvons-nous, à titre exceptionnel, demander de revoir la demande et dans ce cas, limiter la participation financière sur le seul fonds par le PCI? Si refus de quoi, je ne sais pas très bien. Est-ce que c'est par rapport à la question précédente sur la convention? Je vous propose de la réécrire, cette question, si vous voulez, et puis elle va remonter après. La région va-t-elle avancer les fonds pour les EPCI en attendant des versements des fonds? Oui, absolument, on fait la banque là. Donc, on a avancé les 32 millions d'euros, c'est validé, et donc aujourd'hui, le versement des EPCI ne retarde pas le versement, l'accompagnement des différentes entreprises qui sont soutenues dans la résilience. Alors, ouais, c'est une bonne question ça. Pour les locations de gîtes meublés et chambres d'hôtes, pourquoi seuls les SARL, EURL et SASU sont éligibles? Car beaucoup de micro-entreprises et autres formes. Là-dessus, ça a été un débat très, très important. Je ne vais pas vous le cacher. En fait, on a fait une analyse chiffrée. On s'est rendu compte qu'il y avait 7200 locations de meublés de tourisme en Pays de la Loire. 7200 locations de meublés de tourisme en Pays de la Loire pourraient à eux seuls consommer la totalité de résilience. Or, une analyse un petit peu du profil et de la manière dont ces meublés de tourisme fonctionnent, on s'est rendu compte que c'était pour la plupart des gens qui sont souvent propriétaires et qui pourraient éventuellement aller voir un soutien bancaire qui pourrait les accompagner, soit en retardant les échéances,
soit en les accompagnant, en consentant un prêt. Parce que, en fait, c'est pour certains qui opèrent ces meublés de tourisme, en fin de compte, il y a du foncier qui rend leur dossier bancaire plus favorable. Ça n'est pas le cas de beaucoup de restaurateurs qui, eux, sont obligés de louer et parfois à les prix élevés leur fonds de commerce. Ça n'est pas le cas aussi parfois de certains hôtels. Là aussi, ils sont obligés de louer. Et donc, pour cette raison-là, nous, au début, nous étions partis dans l'idée d'accompagner uniquement les meublés de tourisme dans lesquels il y avait, enfin les chambres d'hôtes meublées, dans lesquelles il y avait un salarié. Et en fin de compte, ça a entraîné quand même pas mal de remous en fait, dans nos échanges avec certains d'entre vous et certains départements. Et donc, nous sommes mis d'accord avec, c'est pas nous seuls, hein, c'est pas la région, c'est collectivement, on s'est mis d'accord sur avoir une structure de type SARL, SASU, pour un petit peu élaguer et ne pas avoir les 7200 personnes qui ont des meublés de tourisme qui viendraient répondre à la situation. Alors, l'entreprise ne doit pas entretenir de lien capitalistique direct avec d'autres sociétés. Quid des sociétés avec holding? Ouais, ça, c'est aussi une vraie question qu'on va avoir, qu'on est encore en train d'instruire en ce moment avec le volet juridique. Et je pense qu'on va avoir également à instruire parce que les dossiers vont arriver. Donc là-dessus, là, je vais prendre la question et puis on va continuer à travailler dessus. Si les demandes sont prises en compte par ordre d'arrivée, qui est la date de prise en compte, la date du dépôt. Alors, vous avez parlé de cessation de paiement. Les fonds est réservé uniquement aux présentations de processus juridiques. Non, pas du tout. En fait, on veut que les entreprises nous indiquent, avec une attestation sur l'honneur, que si elles ne bénéficient pas de résilience, elles seront en cessation de paiement. Alors, au moment où elles le déposent, on n'attend pas à ce qu'elles soient dans une procédure juridique. Peut-on dire que le fonds résilience est un volet 3 du FNS et répond à un besoin de trésorerie immédiat? Oui, je pense que c'est une bonne manière de le dire. Alors, volet 3, je trouve que c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas tout à fait le même outil, mais voilà, je pense que c'est une bonne approche. Pardon, excusez-moi. Alors, ne peut-on pas adapter le règlement pour certains EPCI dans les priorités de ceux-ci, exemple, aider uniquement pour les entreprises de moins de 300 000 € de chiffre d'affaires? Alors, il y a 72 EPCI aujourd'hui qui participent, 5 départements, plus la Banque des territoires. Ça faisait beaucoup de gens, en fait, pour pouvoir avoir des règlements, on va dire, qui ne soient pas homogènes et harmonisés. Donc là-dessus, c'est un peu la même réponse que celle qui a été posée un peu plus tôt, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez faire votre propre fonds, votre propre dispositif? Je pense que oui, on va vous donner les moyens à savoir une convention pour être établie. Par contre, non, on ne modifiera pas le règlement en fonction de différentes EPCI et de certains pays. On a déjà répondu sur l'éducation du meublé. Justificatif de pièce nécessaire, est-ce qu'il y a un règlement intérieur du dirigeant? Oui, c'est justificatif de domicile du dirigeant. Et en fait, on a besoin d'authentifier, en fait, c'est plutôt le RIB qui nous intéresse, et vérifier qu'il y ait des concordances entre il faudra revérifier dans le règlement d'intervention où se trouve le niveau de concordance. Cécile, si tu es là, tu peux peut-être répondre, à savoir si le RIB l'adresse qui est mentionnée sur le RIB doit être la même que l'adresse du justificatif de domicile. Alors, on dispose. Ouais. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Tu continues à y répondre ou est-ce qu'après, les éléments à des questions très techniques qui mériteront peut-être qu'on actualise un peu le FAQ? Ouais, peut-être, oui. Comme tu veux. C'est toi qui vois, il est 15h45. Je peux éventuellement répondre encore 4-5. Et puis après, ouais, ok. Donc, disposons-nous d'une liste par code NAF des activités éligibles. Non, ce ne sera pas par code NAF, mais vous verrez que sur le règlement d'intervention,
La totalité des activités sont éligibles, à l'exception de l'élément que je vous ai donné un petit peu plus tôt sur les gîtes meublés de tourisme, et également les activités je crois c'est de marchand de biens, et puis des activités autour de tout ce qui est placement financier. Je ne l'ai pas en tête, mais voilà. Alors, pour les coopératives, GAEC, syndicats, quel recours pour les EPCI s'ils refusent l'instruction par la région? Peut-on demander de revoir la position? J'aimerais qu'on évite, en fait. On ne pourra pas vous empêcher de faire un recours. Alors, pour les coopératives, GAEC, syndicats, il avance plusieurs. Je ne sais pas ce que c'est, il avance plusieurs, mais sur la partie coopérative, GAEC, syndicats. Donc, on va accompagner toutes les entreprises au sens des entreprises qui sont enregistrées au registre du commerce, et également des associations qui sont issues du monde de l'ESS, à condition que leurs activités soient à plus de 50% des activités marchandes. Quand vous dites la Banque des Territoires veut revoir son argent, si une entreprise n'a pas remboursé ses territoires, non, la Banque des Territoires est d'accord pour avoir des défaillances. La région également, le département aussi, et j'espère que vous aussi en tant que PCI. Par contre, la Banque des Territoires aimerait limiter au maximum ces défaillances pour pouvoir obtenir un retour de, je ne sais pas, 95%, peut-être 90% de l'argent des 8 millions d'euros investis sur notre territoire. Et c'est ce qui distingue un apport de la Banque des Territoires à travers un prêt de ce que serait une subvention. Okay. Il y a la question sur la sauvegarde qui revient. Ouais, je sais. Donc ça, c'est aussi des points sur lesquels on est en train d'avancer. On fera un retour. Ouais. Quel pourcentage prévisionnel pour couverture des demandes si le nombre d'aides possibles est inférieur au nombre d'entreprises sur le territoire? Oui, très certainement. On s'attend à ce que le nombre d'aides possibles soit inférieur au nombre d'entreprises sur le territoire et qu'on ait un pourcentage prévisionnel de couverture de demandes. Aujourd'hui, on n'a pas pu faire de prévisionnel puisque ce qui nous manque, et la donnée la plus importante, c'est combien d'entreprises sont éligibles au Fonds national de solidarité. On n'a pas cette information. Et si on se posait uniquement la question autour des entreprises du territoire, c'est 185 000 entreprises sur le territoire algérien. Donc on est bien loin avec les 7 000 entreprises que Résilience pourra accompagner. Oui, sur la base d'un plan. Alors, cessation de paiement prévue à 60 jours à compter du 12 mars 2020 sur la base d'un plan de trésorerie qui n'est pas à fournir. Oui, je vous confirme, sur la base d'un plan de trésorerie qui n'est pas à fournir. Parce qu'on a voulu d'abord s'appuyer sur l'attestation sur honneur et simplifier beaucoup le dispositif d'instruction. Et surtout, et on l'a vu dans le cadre du volet 1 et maintenant du volet 2, on a des entreprises qui n'ont pas envie d'avoir recours à un expert comptable pour avoir après proposer un plan de trésorerie. Quel pourcentage prévisionnel de couverture? Donc ça, on y a répondu. À titre exceptionnel, sous réserve de difficultés à payer, le bénéficiaire pourra solliciter un report d'échéance. Sur quels critères et à qui s'adresser? Donc, les critères sont à définir dans les 2 ans. On va commencer à rentrer dans une phase de recouvrement et, à mon avis, ce seront les services de la région qui pourront instruire ça. Quel est le SB de cette avance remboursable? Donc, on a fait un calcul sur celle à 10 000 euros et je pense qu'on était à 666 euros de SB pour cette avance remboursable. Le manque de trésorerie va surtout intervenir à partir de juin pour beaucoup d'entreprises. Oui, il a déjà commencé pour certaines. Okay. La déclaration sur les aides de minimis doit être simple à comprendre. Oui, je vous garantis que ce sera très simple. Sur la déclaration sur les aides de minimis doit être simple à comprendre. Et on aura une attestation de minimis avec un exemple qui pourra être utilisé. Je propose qu'on s'arrête là. Est-il possible dans les réponses aux questions type FAQ après le webinaire? Absolument. L'objectif pour nous, c'est que vous soyez équipés le plus possible pour vos relations et tous les engagements que vous avez avec le monde économique. Donc, vous aurez à la fois la FAQ qui va être produite et mise à votre disposition, le règlement d'intervention, la délibération. Et je pense que sur ces bases-là, vous serez parés pour pouvoir commencer à promouvoir le dispositif résilience auprès
auprès des entreprises de votre PCI. Et puis, ce qu'on avait précisé à Charles, c'est qu'on ne manquera pas, nous, de partager et puis d'échanger dans le cadre des réunions départementales, hein, voilà, sur le dispositif, ses évolutions, voilà, les jurisprudences qui s'appliquent. On n'hésitera pas à communiquer avec, et partager avec l'ensemble des développeurs. D'accord. Et Eric, est-ce que tu voulais qu'on voit d'autres choses aujourd'hui? Non, je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai qu'il restera des questions supplémentaires, on est conscient de ça, ce que vous avez dit en introduction. Donc, on reviendra vers vous. On a enregistré toute la séquence, donc, ce qui nous permettra d'actualiser le FAQ et de vous le transmettre voilà, à l'ensemble des participants le plus rapidement possible. Et puis, on a noté les questions que tu as indiquées, Charles, pour lesquelles voilà, ça nécessite un peu d'ingénierie complémentaire. Donc, voilà, on met ça de côté et puis on revient vers tout le monde avec les éléments de réponse. Ok, super. Bah, écoutez, merci à tous. Merci aux 117 participants. C'est quand même une prouesse de pouvoir continuer à agir, à travailler et à s'impliquer de toute manière, ça, en restant chez soi. Et une fois encore, les services de la région seront ravis de vous accompagner à travers les résidences, les autres mesures d'urgence et bien sûr toutes celles auxquelles on doit aujourd'hui commencer à réfléchir pour assurer la remontée du terrain. Merci, bonne journée à tous. Okay, merci. Merci, bonne journée, merci Charles.